Un froid glacial comme des milliers d'aiguilles de glace transperce mon mince vêtement et s'infiltre dans mes os, je ne sens plus mes membres, gelés. Recroquevillé dans la neige à -80 °C, ma vision est déjà floue. Je distingue à peine la maison familière au loin. C'est ma maison. Elle brille d'une lumière chaleureuse. À travers la fenêtre, je vois deux silhouettes enlacées. Ce sont mon frère Lin Shen et sa copine Suman. Ils sont attablés, avec un fondu fumant sur la table. À côté, le vin rouge que ma mère gardait depuis des années. Et moi, avec mes parents, nous avons été jetés dehors par eux. Abandonnés dans cette neige à -70 °C, à attendre la mort par le froid. De mes dernières forces, je crie à l'aide. Suman passe la tête, un regard plein de mépris. Elle se moque de nous, disant qu'on ne mérite pas la maison. Elle se plaint que mes parents refusent de donner 100 000 € de plus pour l'ado. La voix de Lin Shen suit, froide et impitoyable. Sous prétexte que Suman est enceinte, il dit qu'il faut les laisser être heureux et qu'il nous compensera dans la prochaine vie. En voyant mes parents, presque morts de froid à côté de moi, papa nous protège désespérément, les lèvres violettes, mais il essaie encore de me rassurer. Maman a le souffle faible, les yeux à peine ouverts. Au bord de la conscience, je crois les voir trinquer, se moquer de notre stupidité, puis le noir total. Wan, réveille-toi. La voix inquiète de ma mère résonne à mon oreille. J'ouvre brusquement les yeux. Le froid glacial et la douleur de la mort persistent. Ce que je vois, c'est le plafond de ma chambre. Le soleil brille, il fait chaud. Maman est assise à côté de moi, son inquiétude cache une certaine lourdeur. Papa lit le journal au bord du lit, ses doigts serrent le papier, les jointures blanchissent. Il n'est clairement pas calme. Je me redresse en tremblant, pour vérifier que ce n'est pas un rêve, je me jette dans les bras de maman en sanglotant. À travers mes larmes, je raconte ma mort horrible dans la vie antérieure. Avant que je finisse, maman se raidit, elle me serre fort et pleure. Pas seulement toi, Wan. Maman se souvient de tout. Je lève la tête vers papa. Il pose le journal, le visage livide, ses yeux bouillonnent de haine et de terreur rétrospective. Nous sommes tous revenus à la vie. Le ciel nous donne une seconde chance. Une immense joie m'envahit. Mes parents aussi ont gardé les souvenirs de la vie antérieure. Papa montre la date du 15 janvier dans le journal, d'un ton grave. Froid extrême dans la vie antérieure. La fin du monde arrive le 1er février. Il nous reste 15 jours. Cette fois, je ne serai plus indulgente avec Lin Shen. Je ne les laisserai plus jamais nous faire du mal. Papa a immédiatement exposé le plan qu'il avait déjà préparé. Aller à l'abri anti-aérien abandonné derrière la montagne du village natal. C'est solide et caché, situé en hauteur. Difficile à ensevelir sous la neige, c'est le choix parfait pour se réfugier en cas d'apocalypse. Nous avons tous été d'accord. Nous avons rapidement décidé de la répartition des tâches. Nous avons commencé à nous préparer avec une parfaite complicité. Sans oser la moindre perte de temps. Au moment où nous nous préparions à partir, la sonnette a soudainement retenti. Ce son strident a serré le cœur de nous trois en même temps. Un éclat de dégoût et de froideur a traversé nos yeux. Inutile de deviner, c'était forcément Lin Shen et Suman. Dans la vie antérieure, ils n'arrêtaient pas de nous harceler pour la dot. Et finalement, ils nous ont précipités en enfer lors de l'apocalypse. Papa a pris une profonde inspiration. Il nous a fait signe de rester calme. D'abord, débarrassons-nous d'eux. Ne gâchons pas nos préparatifs. Quand la porte s'est ouverte, Lin Shen et Suman se tenaient bien là. Toujours avec cette attitude d'évidence comme dans la vie antérieure, Lin Shen est allé droit au but. Il a pressé mes parents d'ajouter 100 000 yuans de dot. Il a même menacé avec la grossesse de Suman. Jurant de rompre si on ne payait pas. Empêchant mes parents d'avoir un petit-fils. Le discours était exactement le même que dans la vie antérieure. Le visage de papa s'est refroidi. Après un moment de silence, d'un ton résolu, la dot est de 200 000 yuans seulement. C'est tout. Si vous voulez vous marier, prenez-le et vivez bien. Sinon, nous ne vous retenons pas. En disant cela, il a sorti la carte bancaire déjà préparée et l'a tendue à Lin Shen. Désormais, ne viens plus nous chercher. Nous voulons juste vivre tranquille. Les yeux de Suman se sont illuminés. Elle a vite tiré Lin Shen pour prendre la carte. Lin Shen a hésité un instant, puis a pris la carte bancaire. Son ton était toujours aussi impatient. Il a lancé une menace, ne regrettez pas plus tard. Puis il a tiré Suman et ils sont partis. Jusqu'à ce que leurs silhouettes disparaissent, papa a lentement fermé la porte. Son corps tremblait légèrement, à la fois de colère et aussi d'injustice pour lui-même dans la vie antérieure. Maman s'est jetée dans les bras de papa. En sanglotant, même si elle avait pris la décision de rompre les liens, en le voyant si impitoyable, elle avait le cœur lourd. Papa l'a serré fort dans ses bras. D'une voix rauque, il a affirmé que sa femme ne le méritait pas. Dans la vie antérieure, c'est à cause de notre indulgence que nous avons eu cette fin. Dans cette vie, nous ne veillons que l'un sur l'autre. Vivre bien suffit. Je me suis approchée de mes parents. Je les ai serrés fort. En sanglotant, je les ai consolés. Dans cette vie, nous, une famille de 3, sommes nés de nouveau avec les souvenirs de la vie antérieure. Nous avons une complicité et une détermination que personne d'autre n'a. Nous unissons nos forces, nous pourrons certainement nous préparer parfaitement, et survivre à l'apocalypse. Nous ne serons plus jamais blessés par personne. Nous ne laisserons plus jamais de regrets de la vie antérieure. Mes parents ont hoché la tête avec force. Ils ont essuyé leurs larmes. Leurs regards sont devenus extrêmement déterminés.
Plus de temps pour la tristesse. On suit tout de suite la répartition qu'on avait convenue. On se met en action. Papa est d'abord allé à la banque. Il a retiré toutes les économies de la famille. Au total, plus de 800 000 yuans. Ensuite, il a contacté une agence. À un prix inférieur au marché, il a vendu en urgence notre maison et notre voiture. La maison et la voiture ont rapporté plus de 9 millions de yuans. Avec les économies précédentes, nous avons maintenant 10 millions de yuans. Assez pour stocker beaucoup de provisions. Maman s'occupe d'acheter les produits de première nécessité et la nourriture. Elle sort tous les jours avant l'aube, avec un grand sac à dos. Elle va dans différents supermarchés, marchés et supérettes. Elle n'ose pas trop acheter au même endroit. Elle n'achète qu'un peu à chaque fois. Puis elle change de lieu pour continuer. Du riz, de la farine, du millet, de la farine de maïs, toutes sortes de légumineuses. Elle en a acheté 100 kg. Des saucisses, de la viande fumée, du poisson séché, ces aliments en conserve se conservent longtemps. Elle en a acheté plus de 150 kg. Du luncheon meat, des sardines à la sauce de soja, des conserves de fruits et de légumes, plus de 2000 boîtes au total, ainsi que des légumes et des fruits frais. En plus de cela, maman a aussi acheté beaucoup de produits quotidiens. De quoi tenir jusqu'à la fin de nos jours, ainsi que divers médicaments courants. Elle a fait plusieurs pharmacies, en vidant leur stock. Elle a tout acheté. Moi, je me suis chargée des outils, du carburant et des affaires chauffantes. Et aussi des trucs pour se défendre. Je suis allée à la quincaillerie. J'ai acheté une dizaine de haches, des machettes, des pieds de biche, des marteaux et des gros extincteurs. Je suis allée au marché des matériaux. J'ai acheté beaucoup de plaques d'acier pour renforcer l'abri anti-aérien. Je suis allée au marché agricole. J'ai acheté 10 grands bidons de carburant et 200 kg de diesel, 100 kg d'essence pour l'électricité et le chauffage. J'ai aussi acheté beaucoup de doudounes et des dizaines de couvertures épaisses et des couvertures chauffantes pour résister au froid glacial de la fin du monde. Pour ne pas attirer l'attention des autres, on rentrait très tard chaque jour. On mettait les provisions discrètement dans la cave de la maison. La cave était grande, assez pour contenir toutes nos provisions, et très bien cachée. Pas de risque d'être découvert. Alors qu'on préparait tout ça fiévreusement, le climat dehors commençait à devenir anormal. Notre ville est une petite ville du sud, généralement chaude et humide. Il neige très rarement, encore moins un froid glacial. Mais ces derniers jours, la température n'arrêtait pas de baisser. De plus de 10 degrés à quelques degrés, puis en dessous de zéro. Au début, les gens du sud, qui voient rarement la neige, étaient tout excités en voyant les flocons tomber. Mais ils n'avaient aucune idée que derrière ces beaux flocons se cachait une catastrophe terrible. Ils n'avaient aucune idée qu'une ère glaciaire dévorant tout approchait silencieusement. On regardait tous les trois les flocons tomber devant la fenêtre, et les gens excités dans la rue. On était remplis d'inquiétude et d'urgence. On savait qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps. Il fallait accélérer, préparer toutes les provisions le plus vite possible, rejoindre l'abri anti-aérien du village natal de papa pour le renforcer, se préparer à tout. 5 jours plus tard, tout était prêt. On a commencé à emballer les provisions, prêts à partir pour le village de papa. Pour ne pas attirer l'attention, on a trouvé un vieux camion discret. Profitant de la nuit, quand il n'y avait personne dans les rues, on a chargé toutes les provisions en douce. On a aussi enfilé des vêtements ordinaires, pris un simple sac à dos, et on est monté dans le camion. Direction le village de papa. Un peu plus de 3 heures plus tard, le camion est enfin arrivé au village. On a prudemment garé le camion dans le bois derrière la maison, pour éviter les regards des villageois. Puis on a commencé à décharger discrètement. On a tout transporté dans l'abri de la colline. L'abri était exactement comme papa l'avait dit, profond et solide, et très spacieux. L'entrée de l'abri était cachée par des branches et des herbes. À moins de regarder de près, on ne la voyait pas. L'intérieur était un peu humide et sombre, mais grand, assez pour nous trois. Il y avait même plusieurs compartiments pour stocker les provisions, dormir et cuisiner. Après avoir tout déchargé, on a commencé à renforcer et aménager l'abri. Quelques villageois nous avaient repérés, curieux, ils venaient demander qui on était et ce qu'on faisait là. Papa éludait à chaque fois, disant qu'on était de passage pour voir la famille, et qu'on allait rester un moment. Les villageois, bien qu'intrigués, n'y pensaient pas plus. On évitait au maximum les contacts. On restait dans l'abri toute la journée, soit à le renforcer, soit à organiser les provisions, soit à se reposer. Seulement quand il fallait acheter quelques petites choses oubliées, papa sortait discrètement, et revenait vite pour ne pas éveiller les soupçons. Les jours passaient, les flocons tombaient de plus en plus fort. La température baissait, jusqu'à négatif 40 degrés. La neige dans le village atteignait plus d'1 mètre, recouvrant partiellement les routes et les maisons. Les villageois ont enfin réalisé que cette chute de neige n'était pas normale, et que ce froid non plus. Il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, plus d'internet, plus de réseau mobile. Tout le village est plongé dans l'obscurité et le silence de mort. Les provisions chez les villageois se sont vite épuisées. Ils ont commencé à paniquer. Ils sont sortis de chez eux en masse, cherchant partout de la nourriture et de quoi se réchauffer. Et nous, notre famille de 3 personnes, nous avions déjà tout préparé dans l'abri anti-aérien. À l'intérieur de l'abri, il faisait chaud comme au printemps, les lumières étaient allumées, les réserves pleines. Chaque jour, nous mangions des repas chauds et fumants, nous portions des vêtements chauds, et nous vivions paisiblement.
Chaque jour, nous observions à travers un télescope la situation dehors, regardant les villageois, dans la neige et le froid, trembler de froid, courir partout cherchant de la nourriture et de quoi se réchauffer. Les voir se battre pour la nourriture, se méfier les uns des autres, nous n'avions aucune pitié dans le cœur. Dans notre vie précédente, c'est parce que nous étions trop gentils que nous avons fini comme ça. Dans cette vie, nous voulons juste nous protéger, protéger notre famille, et survivre. Plus jamais nous ne nous mettrons en danger à cause de la souffrance des autres. Mais le vent ne s'arrête pas quand l'arbre veut rester calme. Même si nous étions discrets, certains villageois attentifs ont découvert des indices. Un villageois, en cherchant de la nourriture dans les bois, a trouvé notre camionnette garée dans les bois, et aussi des traces à l'entrée de l'abri. Curieux, il s'est approché pour regarder de plus près, et a vu que l'entrée de l'abri était bloquée par des plaques d'acier, et on pouvait entendre faiblement le bruit du générateur à l'intérieur, ainsi que de la lumière. Ce villageois a tout de suite compris que nous avions stocké beaucoup de provisions ici, et que l'abri devait être chaud et sûr. Il est immédiatement retourné au village pour annoncer la nouvelle aux autres villageois. La nouvelle s'est répandue, tout le village s'est agité, les villageois, poussés par la faim et le froid, ont perdu la raison. Ils se sont rassemblés pour discuter de la façon de s'emparer de nos provisions, de forcer l'entrée de l'abri, et profiter de la chaleur et de la nourriture avec nous. Cet après-midi-là, un groupe de villageois, armés de bâtons, de houes, de pieds de biche, se sont rués en masse dans les bois, et sont arrivés à l'entrée de l'abri. Les gens à l'intérieur, ouvrez vite. Un villageois de grande taille agite sa houe et hurle à l'entrée de l'abri anti-aérien. On sait que vous êtes là, dedans. On sait que vous avez stocké beaucoup de provisions. Ouvrez vite et livrez les provisions. Sinon on défonce la porte et on entre. Ne nous forcez pas à être impitoyables. Les cris et les insultes des villageois se succèdent. Ils résonnent dans toute la forêt. Ils brandissent leurs outils et frappent la porte en acier de l'abri comme des fous. Ça fait un bruit énorme, boum boum boum. L'abri tremble légèrement sous les chocs. Nous étions assis tous les trois à l'intérieur, écoutant les cris et les coups à l'extérieur. Nos visages se sont assombris. Papa s'est approché de l'écran de surveillance, regardant les villageois qui frappaient comme des forcenés. Dans ses yeux, une lueur glaciale de meurtre. Vous là, dehors, je vous préviens une dernière fois, partez immédiatement. Ne traînez plus ici. Papa a pris le talkie-walkie et a crié vers l'extérieur, d'une voix froide et autoritaire. Nos provisions, on les a préparées avec acharnement, on ne vous les donnera pas. Si vous osez encore frapper à la porte, si vous essayez encore de forcer l'entrée, on ne sera pas tendre. Ne nous forcez pas à être impitoyables et à blesser des innocents. Les villageois dehors, entendant ces mots, non seulement n'ont pas arrêté de frapper, mais sont devenus encore plus déchaînés. Pas tendre ? On verra bien ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire, hein ? Le grand villageois a ricané, brandissant sa houe, et frappant la porte de plus belle. Vous n'êtes que deux, nous sommes nombreux, on n'a pas peur de vous. Ouvrez, sinon on défonce la porte et on vous tue, et on prend toutes les provisions. Les hurlements des villageois deviennent de plus en plus frénétiques, les coups sur la porte de plus en plus forts. Mais la porte en acier de l'abri reste immobile. Le visage de papa s'assombrit de plus en plus. Il savait que pour ces villageois rendus fous par la faim et le froid, la raison ne servait à rien. Seule la force peut les faire reculer. Wan, apporte l'extincteur. D'accord, j'ai hoché la tête immédiatement, couru vers la zone de stockage, pris plusieurs gros extincteurs et les ai donnés à papa. Papa a pris les extincteurs améliorés, s'est dirigé vers l'aération de l'abri, a ouvert le couvercle de l'aération, puis a appuyé sur la gâchette de l'extincteur. Instantanément, une grande quantité de poudre a jailli de l'aération et a balayé les villageois dehors. Les villageois dehors ne s'attendaient pas du tout à une telle mesure de représailles de notre part, ils ont été pris par surprise par la poudre sèche qui les a empêchés d'ouvrir les yeux et les a fait tousser sans cesse. Ils ont tous reculé n'osant plus s'approcher d'eux. L'entrée du bunker, les villageois criaient, toussaient et fuyaient dans tous les sens. C'était le chaos total. Papa a éteint l'extincteur et a regardé la scène chaotique dehors, son regard ne montrait aucune pitié. C'est le premier avertissement, si vous osez revenir, ce ne sera pas juste de la poudre sèche. On vous fera savoir ce que regretter veut dire. Les villageois toussaient au point de ne pas pouvoir ouvrir les yeux, et ils ont vu la force de notre contre-attaque. Ils savent qu'il ne faut pas nous chercher. Ils n'osent plus rester. Ils ont fui la forêt en déroute et sont retournés au village, jusqu'à ce que les silhouettes des villageois disparaissent complètement dans la forêt. Nous trois avons poussé un soupir de soulagement. Papa se tenait devant l'écran de surveillance, le regard froid comme de la glace. Ils n'en resteront pas là. Il s'est retourné, la voix grave, mais ferme. L'extincteur à poudre ne suffit que temporairement. Nous avons besoin d'un vrai système de défense avant qu'ils ne reviennent. Les 3 jours suivants, toute notre famille s'est lancée dans une construction de fortification contre la montre. Quand les villageois sont réapparus, le groupe était nettement mieux organisé. 2 hommes menaient la marche. Li Tiezu, l'ancien boucher du village, costaud, avec une large carrure, une cicatrice en travers du visage, soi-disant d'une bagarre en ville. Il brandissait une hache de pompier modifiée. Le regard féroce d'une bête sauvage. Wang Degui était tout à fait différent, maigre, avec des lunettes cassées, ancien comptable du village. Un peu cultivé, le regard fuyant. À l'intérieur, on entendit la voix rauque de Li Tiezu. La dernière fois, vous avez eu de la chance. Aujourd'hui, soit vous ouvrez, soit vous crèverez. Wang Degui s'avança et ajustant ses lunettes,
d'une voix douce mais glaçante. Compatriotes, on sait que vous n'êtes que 3. Nous sommes plus de 30, ouvrez la porte et donnez-nous la moitié de vos provisions et on restera en paix. Sinon, il marqua une pause. Nous avons apporté de la dynamite. Sur l'écran de surveillance, quelques villageois ont effectivement sorti un baril qui ressemblait à de l'explosif artisanal. Mon cœur s'est accéléré. Maman a serré mon bras, mais papa était étrangement calme, seulement un léger tressaillement au coin des lèvres. Litiezu fit un geste de la main et les villageois ont chargé. Les 5 premiers villageois viennent de franchir la lisière de la forêt. Des cris déchirants déchirent soudain le silence des bois. 2 d'entre eux marchent sur des pièges à mâchoires cachées. Les dents acérées en acier leur lacèrent les chevilles. Le sang imprègne immédiatement leurs pantalons. Un autre villageois actionne une plaque de pression. Une alarme stridente retentit. Les oiseaux s'envolent en tous sens, effrayés. Piège. Attention où tu mets les pieds. Le cri précipité de Wang Degui retentit. Litiezu, lui, est fou de rage. D'un coup de pied, il envoie valser un piège inactif et ordonne d'un ton sec de contourner. Par le côté, les villageois paniquent. Ils prennent de longs bâtons pour tâter le terrain. Ils évitent soigneusement les pièges restants. Et les plaques de pression. Mais ils ne se doutent pas qu'ils sont déjà entrés pas à pas dans le couloir piégé préparé par Baba, et au bout de ce couloir, se trouve la zone des fosses mortelles. L'instant d'après, les 4 villageoises de tête perdent soudain pied. Elles disparaissent instantanément. À l'aide, s'ensuivent des cris déchirants qui montent. Les fosses ont rempli leur fonction. Les pieux au fond ne sont pas mortels, mais ils ont transpercé les jambes d'au moins 2 personnes, les rendant totalement incapables de bouger. Les villageois restés dehors reculent, terrifiés. Beaucoup montrent déjà des signes de recul. Voyant cela, Litiezu tente aussitôt de les séduire par ses paroles. Il essaie d'inciter la foule à continuer vers l'abri. Plus il pose de pièges, plus ça prouve qu'il y a des réserves à l'intérieur. Sur ces mots, Litiezu prend la tête. Les 20 autres villageois, aveuglés par la cupidité, se ruent de plus en plus follement vers l'entrée de l'abri. Mais alors qu'ils approchent de l'entrée, le villageois de tête est soudain pris de violentes convulsions. Il s'effondre raide mort, bavant de l'écume. Le deuxième villageois a vite découvert le fil électrique par terre. Il a rapidement pris un bâton pour le soulever. Bientôt, il s'est effondré à son tour. Plus aucun mouvement. Du courant, les villageois sont terrifiés. Ils reculent, effrayés. Ils ne savent pas. Ces derniers jours, papa a sorti 2 ensembles à l'origine destinés à la ferme de générateurs solaires portables pour protéger des grands animaux. Après avoir modifié le système de clôture, il a disposé un cercle de grillage électrique dissimulé autour de l'entrée. La tension est réglable, suffisante pour neutraliser instantanément une personne. Litiezu regarde le grillage par terre et ricane soudainement. Il suffit de couper le courant, non? Wang Degui cherche le câble. Wang Degui examine attentivement, rapidement, il découvre le câble qui sort de l'abri antiaérien. Il ordonne immédiatement à 2 villageois de couper le câble exposé avec des outils isolés. Le grillage dissimulé devient inutile. Les villageois applaudissent. Litiezu lève sa hache. Les gars, chargez. Il fait chaud à l'intérieur. Il y a à manger, le refuge est juste là. À ce moment, papa prend son fusil de chasse et crie dans le mégaphone de l'aération. Dernier avertissement, un pas de plus et on tire. Litiezu rit aux éclats et tire. Vous oseriez? Même si le monde est en chaos, tuer quelqu'un, on n'aura plus la paix après. Il a raison. Tirer sur quelqu'un, pour des gens ordinaires comme nous, le seuil psychologique est trop élevé, mais papa avait prévu le coup. One, plan numéro 1, murmure-t-il. Je cours vers la console et appuie sur un bouton vert. Soudain, une grande quantité de gaz blanc s'échappe autour de l'entrée. C'est un gaz anesthésiant puissant que papa a obtenu de la clinique vétérinaire. Initialement destiné aux grands animaux, les 7 ou 8 villageois en tête, après avoir inhalé le gaz, s'effondrent en une dizaine de secondes. Gaz toxique. Il lâche du gaz. Les villageois derrière reculent, paniqués. Litiezu et Wang Degui, comme ils étaient derrière, ont échappé au danger. Mais il leur reste moins de 10 hommes debout. Wang Degui sort soudain un masque à gaz de son sac et le met. Litiezu arrache aussi l'écharpe d'un villageois tombé. Il la mouille et se couvre le nez et la bouche. Qui d'autre a un masque? Crie Litiezu. Personne ne répond. Imbécile, dit-il en fixant l'abri anti-aérien. Vous êtes impitoyable. Mais nous n'abandonnerons pas. On arrête là pour aujourd'hui. Mais on reviendra. La prochaine fois, on sera prêt. Ils traînent leurs camarades blessés et battent en retraite. Des taches de sang et des gémissements douloureux restent dans les bois. Jusqu'à ce que les villageois disparaissent complètement. Dans les bois, nous 3, nous soufflons. Des sourires fatigués apparaissent sur nos visages. Cette fois, nous avons réussi à repousser l'attaque des villageois. Nous avons protégé notre maison. Mais nous savons aussi que ce n'est que temporaire. Les villageois n'abandonneront pas facilement. Ils reviendront, c'est sûr. Nous devons travailler plus dur, renforcer la défense de l'abri, tout préparer pour les défis à venir. Nous avons aussi mis en place un système de garde. Chaque jour, une personne est de service. Elle surveille l'extérieur via les caméras. Dès qu'elle voit quelque chose d'anormal, elle prévient les 2 autres pour se préparer au combat. Les jours passent ainsi. Le froid extrême dehors devient de plus en plus violent. La neige tombe de plus en plus fort. La couche de neige au sol fait plusieurs mètres de profondeur. Elle a complètement enseveli le village. Il n'y a plus ni calme ni animation dans le village. Il ne reste que le silence et la désolation.
Parfois, on entend encore des cris et des gémissements de villageois. Mais ils sont vite engloutis par la tempête de neige. Nous, la famille de 3, menons une vie paisible et tranquille dans l'abri. Chaque jour, nous cuisinons ensemble, bavardons, vérifions les équipements de défense, observons l'extérieur. Même si la vie est simple, monotone, nous sommes heureux, rassurés, tant que nous sommes tous les 3 ensemble, tant que nous pouvons survivre, cela suffit. Mais alors que nous pensions pouvoir vivre tranquillement à l'abri de l'apocalypse, la personne que nous redoutions le plus apparaît. Cet après-midi-là, j'étais de service, je surveillais l'extérieur via les caméras. Quand soudain, j'ai vu 2 silhouettes familières se diriger vers l'abri anti-aérien. C'était Lin Shen et Suman derrière eux. 5 villageois en haillons. Meur à 04 Patway. Infra, Patley Meur à 04, F Patway. Au visage émacié, j'ai immédiatement réveillé papa et maman, quand ils se sont penchés sur l'écran et ont vu Lin Shen, Suman et les villageois derrière eux, leur visage plutôt calme est devenu livide. Papa a immédiatement dégagé une aura glaciale, inutile de deviner, ces 2 ingrats sont acculés, ils ont même amené les villageois pour piller nos provisions. Papa a pris une profonde inspiration contenant sa colère, il m'a tapoté, l'épaule ainsi qu'à maman, et a dit d'un ton sérieux, on ne peut absolument pas les laisser entrer. La faim et le froid les ont rendus déraisonnables. Une fois qu'ils seront entrés, non seulement ils pilleront toutes nos réserves, mais pour tout garder, ils n'hésiteront pas à nous tuer. Pendant qu'on parlait, Lin Shen et Suman avaient déjà mené les villageois jusqu'à l'entrée de l'abri, ils ont vu la lourde porte en acier et la faible lumière des bouches d'aération. Leur visage affichait immédiatement avidité et excitation, comme si leur épuisement et leur faiblesse s'étaient évanouis. Lin Shen s'est approché de la porte en acier, frappant de toutes ses forces et criant à l'intérieur. Papa, maman, Wan, je sais que vous êtes là, dedans, ouvrez vite. Ouvrez, je vous en prie. Donnez-nous quelques provisions. Laissez-nous survivre. Ces paroles m'ont soulevé le cœur, osé parler de survie. Dans ma vie antérieure, quand il nous a poussés en enfer, a-t-il pensé à nous laisser une chance? Voyant qu'il n'y avait pas de réaction, le masque hypocrite de Lin Shen est tombé, laissant place à sa brutalité et sa cupidité, il a incité les villageois autour de lui. Vous avez tous entendu? Ils ont beaucoup de provisions mais refusent de nous laisser survivre. Ils sont égoïstes, ils veulent nous voir mourir de froid et de faim. Les villageois, excités par les paroles de Lin Shen, avaient les yeux rouges. Ils ont saisi pied de biche, hache et pierre et ont frappé la porte en acier comme des fous, le bruit des coups résonnait dans la forêt silencieuse, strident et effrayant. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que 2 villageois ont sorti de l'essence et du bois de chauffage de leur sac manifestement, ils étaient préparés depuis longtemps. Ils voulaient allumer le bois pour faire fondre la plaque d'acier avec une température élevée et s'introduire par la brèche de la porte. Papa regardait la scène sur la caméra de surveillance, son regard se faisait de plus en plus froid. Il s'est retourné et a sorti 2 canons à eau modifiés, m'en a tendu un et a serré l'autre dans sa main, il n'a plus hésité, sa voix était résolue, on ne pouvait plus attendre. Wan, tu gardes la meurtrière de gauche. Je garde celle de droite. Souviens-toi, ne fais pas de quartier, dès qu'ils s'approchent de la porte. Tire-leur dessus pour leur montrer de quel bois on se chauffe. Lin Shen, voyant que frapper et brûler la porte ne donnait pas grand résultat, devenait de plus en plus irritable. Il a arraché le pied de biche des mains d'un villageois et a frappé la porte comme un fou. Il a hurlé, frère, un peu d'effort, défoncez cette porte. On pourra survivre. Ils ne sont que 2, nous sommes nombreux, vous croyez qu'on ne peut pas les battre? Ils se sont rués, les villageois, excités par ces paroles, sont devenus encore plus féroces, se précipitant les uns après les autres devant la porte. Certains frappaient, d'autres ajoutaient du bois et quelques-uns tentaient de contourner l'abri anti-aérien à la recherche d'une autre entrée. C'est alors que papa a donné l'ordre, à l'attaque. J'ai aussitôt ouvert la meurtrière de gauche. Visant le premier, un villageois qui frappait comme un forcené, j'ai appuyé sur la gâchette du canon à eau. Un puissant jet d'eau a jailli, traversant instantanément la meurtrière, et atteignant le bras de ce villageois par ce froid glacial de -70 degrés. Dès que l'eau a touché sa peau, elle s'est immédiatement transformée en une épaisse couche de glace. Puis la glace s'est rapidement propagée en un instant, tout son bras a été pris dans un bloc de glace immobilisé. Le villageois a poussé un cri déchirant, secoué de douleur, essayant de se libérer. Mais le bloc de glace retenait fermement son bras. Impossible de bouger. Finalement, il s'est effondré dans la neige en hurlant sans cesse. Les autres villageois ont immédiatement paniqué en voyant cela. Ils ont tous arrêté ce qu'ils faisaient. Effrayés, ils reculaient. Mais Lin Shen et Suman n'abandonnaient pas. La cupidité avait complètement vaincu la peur. Ils regardaient les villageois autour d'eux qui montraient des signes de peur. Puis ils regardèrent dans la neige leurs compagnes qui hurlaient de froid. Loin d'être effrayés, ils devenaient encore plus fous. Ils hurlaient pour inciter les autres villageois. De quoi avez-vous peur? Juste quelques personnes gelées? Ils n'ont que 2 pistolets à eau. Ils ne tiendront pas longtemps. Nous avons du bois et de l'essence. Avec le feu, la fumée et la chaleur, nous finirons par les faire sortir. Les villageois poussés à bout par la faim et le froid ont été encore plus excités par les paroles de Lin Shen. Ils ont ramassé du bois par terre. D'autres ont sorti l'essence restante de leur sac. Ils ont tout entassé devant la porte en acier de l'abri. En un instant, un grand feu s'est élevé.
Une épaisse fumée s'est élevée. Elle s'est infiltrée dans l'abri par les fentes d'aération. L'odeur âcre nous a fait tousser. Vite, ajoutez du bois. Rendez le feu plus fort, il faut les faire sortir. Lin Chen se tenait non loin du feu, se frottant les mains pour se réchauffer, tout en dirigeant frénétiquement. Les villageois affichaient un sourire sinistre, comme s'ils voyaient déjà s'accaparer les provisions, et passer des jours paisibles. J'ai serré mon pistolet à haute pression, sans attendre qu'il s'approche du feu, j'ai ouvert la fente de tir, visé le villageois le plus proche, et appuyé sur la gâchette. Un jet d'eau à haute pression a jailli, et en un instant, il a été transformé en statue de glace rigide. Puis papa a aussi appuyé sur la gâchette, un puissant jet d'eau a frappé précisément le feu, un sifflement, et les flammes ont été éteintes en grande partie. La fumée s'est aussi dissipée un peu. Les villageois restants ont paniqué à nouveau, arrêtant d'ajouter du bois, voulant reculer. Mais Lin Chen n'abandonnait toujours pas. Il s'est précipité, a attrapé un villageois par le col, hurlant « Ne reculez pas !» Celui qui recule, je le pousse dans le feu. Le feu n'est pas éteint. Encore un effort. Si on les fait sortir, on gagne. Sous la menace et les promesses de Lin Chen, les villageois n'ont eu d'autre choix que de reprendre le bois et de se diriger vers le feu. Mais à peine avait-il fait quelques pas que mon père et moi avons pointé nos pistolets à eau sur eux. Les jets d'eau jaillissaient sans cesse, et les premiers villageois, les plus proches, furent transformés en statues de glace. Certains avaient encore le geste d'ajouter du bois, d'autres arboraient une expression terrifiée. Ils se dressaient, figés dans la neige. Lin Chen et Suman, en voyant de plus en plus de villageois gelés, devinrent blancs comme des linges, et leurs yeux laissèrent enfin transparaître de la peur. Mais ils n'abandonnaient pas pour autant. Lin Chen, entraînant Suman, tenta de contourner l'abri anti-aérien pour trouver une autre entrée, espérant s'introduire discrètement. « Vous voulez vous enfuir ?»« Pas si facile. » Je ricana froidement, ajustais aussitôt l'angle de mon pistolet à eau, le pointais sur Lin Chen et Suman, et appuyais sur la gâchette sans hésiter. Le jet à haute pression les aspergea instantanément, de la tête aux pieds, en quelques secondes à peine, l'eau se figea en une épaisse couche de glace, les emprisonnant solidement à l'intérieur. Lin Chen arborait encore une expression féroce et avide, la bouche grande ouverte, comme s'il hurlait encore. Suman, elle, était figée par la terreur, ses yeux emplis de ressentiment. Mais leur corps était déjà complètement raide, incapable du moindre mouvement, devenant deux statues de glace plus vraies que nature. Les villageois restants, à cette vue, eurent une peur bleue et perdirent tout leur courage. Ils regardèrent les deux statues, leurs compagnons hurlant de douleur dans la neige, puis les meurtrières de l'abri, le visage empli de peur et de désespoir. N'osant plus s'attarder, ils jetèrent leurs outils, firent demi-tour en panique, et disparurent peu à peu dans la tempête de neige, craignant d'être les prochains à être gelés. Nous fermâmes les meurtrières, et regardâmes sur l'écran de surveillance les deux statues glacées, sans aucune pitié. Voilà ce qui arrive à ceux qui nous trahissent et sont avides. Les rancunes de la vie antérieure, les haines de la vie antérieure, ont enfin été réglées en cet instant. Les jours passaient. Le froid extrême dehors semblait peu à peu s'atténuer. Au début, on pensait que c'était une illusion. Jusqu'au jour où, pendant ma garde, j'ai observé l'extérieur avec des jumelles. J'ai vu que les flocons diminuaient, et la neige au sol commençait à fondre. La température, qui était de plusieurs dizaines de degrés sous zéro, remontait peu à peu. Cette découverte nous a surpris et intrigués. Surpris, parce que le grand froid allait enfin se terminer. Nous n'aurions plus à subir cette menace constante. Intrigués, car cet apocalypse glacial mondial était arrivé soudainement, et repartait tout aussi soudainement, c'était trop étrange. Cela nous rendait nerveux. Comme nous le redoutions, après le grand froid, une catastrophe encore plus terrifiante arriva. Environ 10 jours après la fin du grand froid, comme d'habitude, je surveillais l'extérieur par les caméras. Soudain, j'ai vu dans la neige du village, plusieurs silhouettes étranges. Leurs corps étaient raides, leurs mouvements lents. Leurs visages étaient pâles comme du papier, leurs lèvres violettes. Leurs yeux étaient vides. Certains avaient même un bras ou une jambe arrachée, mais ils erraient toujours sans but dans la neige. Ils émettaient des bruits étranges, comme des grognements. Ils émettaient des bruits étranges, comme des grognements. J'ai été saisi de peur. Je me suis approché de l'écran de surveillance, pour observer attentivement ces silhouettes. Mon cœur battait la chamade. J'ai tout de suite réveillé mon père et ma mère. Ils se sont approchés, ont vu les silhouettes à l'écran, et leur visage est devenu livide. Leurs yeux étaient remplis de terreur. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi sinistre. Ils ne ressemblaient pas à des vivants, plutôt à des zombies de légende. Mon père fronça les sourcils, et dit d'une voix grave, « Ce sont des zombies. » Ce sont probablement les gens morts pendant le grand froid, stimulés par la remontée des températures, et à cause d'un virus inconnu, ils ont muté ainsi. Maman se couvre la bouche. Elle se retient de crier. Son corps tremble encore plus fort. Comment est-ce possible ? Le froid polaire vient de passer, et voilà que les zombies apparaissent. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ressens aussi un profond désespoir. Le froid polaire nous a ignorés, nous, on pouvait survivre tant bien que mal dans l'abri avec les provisions. Mais face à ces zombies qui ne ressentent rien, que pouvons-nous faire ? L'abri est solide, mais une fois encerclé par les zombies, si la défense est percée, notre famille de 3 deviendra sûrement la nourriture des zombies. Papa force à se calmer. Il serre fermement la main de maman, et me tapote l'épaule. D'une voix ferme, il dit, « N'ayez pas peur.
On a des provisions et du matériel de défense. Tant qu'on reste ici, et qu'on sort sans être repéré, on survivra. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est renforcer la défense de l'abri, boucher toutes les portes et fenêtres, vérifier soigneusement les bouches d'aération, pour empêcher les zombies d'entrer, et économiser les provisions, se préparer à tenir sur la durée. Après avoir écouté papa, maman et moi nous calmons peu à peu. Oui, on a déjà vécu une mort, et une renaissance. On ne peut pas abandonner si facilement. On a encore l'un l'autre, des provisions suffisantes et un abri solide. Tant qu'on est unis, on pourra vaincre ces terribles zombies. On survivra. Les jours suivants, de plus en plus de zombies arrivent dehors. Dans chaque coin du village, on voit presque des zombies. Ils errent sans but, poussant des grognements étranges. Parfois, on entend les cris de quelques survivants, mais ces cris ne durent jamais longtemps, noyés par les grognements des zombies. Plus aucun bruit. On sait, ces survivants ont probablement été attaqués par les zombies, devenus leur nourriture. Cet après-midi j'étais de service. Soudain, une silhouette différente a attiré mon regard. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il portait une veste de combat noire, tachée de sang et de terre, grand et robuste. Ses mouvements étaient trop agiles pour un civil. Il tenait une arme à la forme étrange et courait rapidement dans la neige jusqu'à la taille derrière lui, une horde de zombies. Chaque fois qu'il brandissait son arme, c'était précis et féroce, visant directement la tête des zombies. En un instant, plusieurs zombies gisaient à ses pieds, mais le nombre de zombies était écrasant, ils arrivaient comme une marée, sans fin. L'homme commençait à faiblir, ses mouvements ralentissaient. De profondes entailles s'ajoutaient sur ses bras et son dos. Le sang teignait rapidement sa veste. Sa silhouette commençait à tituber. Il était en danger à tout moment, il pouvait être submergé par les zombies. J'ai immédiatement concentré mon esprit. J'allais réveiller mes parents pour en discuter quand j'ai entendu les pas précipités de mon père. Il se tenait déjà devant l'écran de surveillance, les yeux rivés sur l'homme. À l'écran, les sourcils froncés, il tremblait. Légèrement, ses doigts serraient le bord de ses vêtements. Sa voix était pleine d'incrédulité. C'est très ce geste, comme il ressembla. Papa, tu le connais, demandai-je, perplexe. Suivant le regard de mon père, je ne vis rien d'anormal. Papa secoua la tête, son regard restait collé à l'homme. Il ressemble tellement à mon ancien camarade Young, surtout sa façon de brandir l'arme et ses yeux déterminés, c'est comme s'ils étaient taillés dans le même moule sauf qu'il est beaucoup plus jeune. Le regard de mon père devenait de plus en plus pressant. Voyant l'homme sur le point d'être encerclé par les zombies, il dit d'une voix ferme, « Peu importe qui il est, peu importe s'il a un lien avec Young, nous devons le sauver. » J'ai froncé les sourcils immédiatement. Une forte méfiance est montée en moi. Papa, non. C'est trop dangereux. On ne le connaît pas du tout. On ne sait pas qui c'est, ni si les zombies derrière lui sont un piège qu'il a attiré. Une fois qu'on ouvre la porte, les zombies en profiteront pour entrer. Nous serons tous en danger, nous trois. On ne doit pas oublier la leçon de la vie précédente. J'ai serré le bras de papa très fort, mes yeux étaient pleins de supplication et de vigilance. Maman hésitait aussi. Elle a dit doucement, « Laolin, Wan a raison. C'est trop dangereux. Avec tous ces zombies dehors, au moment où on ouvre la porte, à la moindre erreur, on attire le malheur. Et si on attendait encore un peu, pour voir comment ça évolue ?» Papa est resté silencieux, son regard allait de l'homme sur l'écran à ma mère, faisant des allers-retours. D'un côté, le danger ignoré et la méfiance de sa fille. De l'autre, l'ombre de son camarade et son obsession. Sur l'écran, l'homme était acculé. Son dos était griffé par les zombies, il a trébuché et est tombé par terre, plusieurs zombies en ont profité pour se jeter sur lui. Il a rassemblé ses dernières forces pour brandir son arme, et a réussi à repousser les zombies de justesse. Papa a soudainement serré le poing. D'un ton catégorique, sans aucune marge de négociation. Non, on ne peut pas attendre. Il ressemble trop à Lee Young. Je ne peux pas le laisser mourir. Même s'il y a du danger, on doit essayer. En voyant le regard déterminé de papa, j'ai su qu'il avait pris sa décision. J'ai lâché son bras, résigné. Ma méfiance n'avait pas disparu. Mais j'ai quand même hoché la tête. D'accord, on le sauve. Mais il faut être prudent. Restez vigilant tout du long. Dès qu'il y a un signe suspect, on prend des mesures immédiatement. On s'est mis en action tout de suite. Suivant les ordres de papa, on a pris toutes les précautions. J'ai serré la hache de pompier, et je me suis placé près de la petite porte. Mes yeux fixaient l'homme sur l'écran de surveillance. Mes nerfs étaient tendus à l'extrême. Papa a pris un talkie-walkie et a crié vers l'extérieur, « Jeune homme, cours vite vers l'abri anti-aérien. On te sauve. » L'homme sur l'écran a entendu la voix de papa. Ses yeux se sont illuminés, comme s'il voyait une bouée de sauvetage. Il a immédiatement changé de direction, rassemblant ses dernières forces. Il a couru de toutes ses forces vers l'abri. Les zombies derrière lui le poursuivaient toujours. Les cris se rapprochaient. C'était glaçant. L'homme court vite. Ses blessures saignent abondamment. Le sang tombe sur la neige, laissant une longue traînée de sang. Tout en courant, il brandit difficilement son arme, repoussant les zombies qui s'approchent. Il se rapproche de l'abri, de plus en plus proche. Plus vite, encore plus vite. Papa crie dans le talkie-walkie. Sa voix est pleine d'urgence. Ses paumes sont en sueur. Finalement, l'homme atteint la porte de l'abri. Épuisé, il manque de tomber.
Papa me fait signe de me préparer. Il ouvre rapidement la petite porte. Je refoule ma méfiance. Avec papa, je tends la main et tire l'homme à l'intérieur. Maman referme et verrouille la petite porte à toute vitesse. Puis elle court rapidement vers la grande porte et la vérifie soigneusement. S'assurant qu'aucun zombie n'a touché la porte, elle pousse un soupir de soulagement. Une fois les deux portes solidement verrouillées, et confirmé qu'aucun zombie n'est entré, nous nous détendons un peu. Regardant l'homme, il est complètement épuisé. Il s'effondre par terre, haletant. Ses blessures continuent de saigner. Maman sort immédiatement la trousse de premiers soins. Elle s'accroupit à côté de lui et nettoie ses blessures avec précaution. Désinfecte et panse. Je reste debout, serrant la hache de pompier. Le regard fixé sur lui, sans relâcher ma vigilance. Observant chacun de ses gestes, de peur qu'il ne fasse quelque chose d'anormal. Papa, lui, s'accroupit près de l'homme. Son regard reste longtemps sur son visage, plein de curiosité et de nostalgie. J'apporte un verre d'eau tiède et le porte à ses lèvres. D'un ton froid, avec une certaine distance, buvez un peu d'eau. Vous êtes en sécurité maintenant. L'homme prend le verre et boit quelques gorgées d'eau tiède en tremblant. Il reprend peu à peu ses esprits. Il lutte pour se lever, mais papa le retient. Il lui dit doucement, ne bouge pas. Tes blessures sont graves. Tu as besoin de repos. J'ai une question à te poser. Connais-tu Li Yong? En entendant le nom de Li Yong, l'homme sursaute. Ses yeux sont remplis de surprise. Il lève la tête et fixe papa intensément. D'une voix rauque, il demande, Vous connaissez mon grand-père? Grand-père et papa sont restés figés. Leur visage était plein d'incrédulité. Li Yong est ton grand-père? L'homme hocha la tête. Ses yeux étaient légèrement rouges. Il dit doucement. Oui, Li Yong est mon grand-père. Il parlait souvent de vous. Il disait que vous étiez son meilleur compagnon d'armes. Sans vous à l'époque, il serait mort en mission. Je suis resté figé aussi. Ma méfiance s'est presque entièrement dissipée. Je ne m'attendais pas à ce que cet inconnu soit vraiment lié au compagnon d'armes de papa. La main de papa tremblait légèrement. Il attrapa la main de l'homme. Il demanda avec empressement, et ton grand-père, comment va-t-il maintenant? Pourquoi es-tu ici, et poursuivi par des zombies? Il dit s'appeler Li Nianan. C'est le petit-fils de Li Yong. Il vient de 50 ans dans le futur. Et Li Yong est mort pendant l'apocalypse. L'apocalypse dans 50 ans est encore plus cruel qu'aujourd'hui. Les zombies ont muté, l'espace de survie des humains rétrécit. Il est arrivé ici grâce à un dispositif temporel. Juste pour nous trouver, ma famille. Li Nianan a dit que mon père était non seulement courageux, mais aussi très stratégique. Cet endroit sera l'espoir de survie de l'humanité. Il veut se préparer avec nous à l'avance, pour combattre les zombies ensemble. Empêcher le virus de muter, sauver l'humanité. Après avoir entendu Li Nianan, mes parents et moi étions trop choqués pour parler, nous n'avions jamais imaginé que cette apocalypse durerait si longtemps, qu'elle deviendrait si effrayante. Jamais imaginé que nous deviendrions l'espoir de sauver l'humanité. Dans notre vie précédente, nous étions trahis, des victimes sans défense. Cette fois, nous renaissons. Non seulement pour protéger notre foyer, mais aussi pour assumer la mission de sauver l'humanité, cette responsabilité soudaine nous mettait une pression énorme, mais nous étions aussi extrêmement déterminés. Papa regarde Li Nianan, les yeux rouges le visage, plein d'émotion. Je me tiens à côté regardant la scène, toute méfiance au fond de mon cœur a disparu. J'apporte de la nourriture et la pose à côté de lui, Li Nianan prend la nourriture et commence à manger lentement, mes parents et moi nous asseyons à côté de lui pour veiller sur lui en silence tout en commençant à réfléchir moi-même, comment utiliser les informations futures apportées par Li Nianan pour mieux nous préparer à tout ce qui va arriver. Les jours suivants, Li Nianan s'est progressivement intégré à notre vie devenant un membre de notre famille. Son arrivée nous a apporté de l'espoir et beaucoup d'aide. Contrairement aux simples transformations initiales, Li Nianan, utilisant les technologies futures et nos réserves de matériaux, a transformé l'abri anti-aérien exigu en une forteresse souterraine solide. Il a fait exploser les tunnels abandonnés autour de l'abri pour agrandir l'espace, renforcer les murs avec des plaques d'acier épaisses et du béton haute résistance, a créé 3 grandes portes en alliage pour résister au assaut des zombies. Le système de ventilation amélioré couvre toute la forteresse. Des filtres antiviraux à plusieurs niveaux assurant la circulation de l'air tout en empêchant l'entrée des virus. Le système de régulation de température a été agrandi et amélioré, divisé en différentes zones fonctionnelles, résiste aussi bien au froid qu'à la chaleur extrême, et peut accueillir plus de personnes. Il a aussi construit une tour de guet cachée au sommet du fort. Une surveillance complète sans angle mort et un système d'alerte peut détecter les mouvements des zombies à plusieurs kilomètres, et les traces de personnes inconnues. De plus, à l'intérieur du fort, des zones d'accueil ont été délimitées, une zone de stockage, une zone médicale, une zone de recherche et un arsenal, pour accueillir plus de survivants par la suite, et jeter une base solide pour la recherche sur le virus. Cet ancien abri anti-aérien est devenu, dans cette apocalypse, le refuge sûr des survivants. De plus, Li Nianan nous a aussi appris comment utiliser les armes futuristes qu'il a rapportées. Ces armes sont petites et légères mais d'une puissance redoutable, peuvent toucher avec précision la tête des zombies. Un coup, une mort, et ne consomment pas beaucoup d'énergie. Très pratique. Il nous a aussi appris quelques techniques et astuces pour combattre les zombies. Disant que les zombies, bien qu'invulnérables aux armes, ne ressentent pas la douleur, mais ils ont aussi des faiblesses. Leur point faible est la tête.
Il suffit de toucher la tête pour les tuer définitivement. Sous la direction de Lin Yan'an, mes parents et moi avons progressivement maîtrisé les techniques pour combattre les zombies, et appris à utiliser les armes du futur. Notre capacité de combat s'est énormément améliorée. Nous ne nous contentons plus de défendre passivement comme avant. Mais nous avons assez de force pour sortir du fort, pour affronter les zombies, pour trouver les survivants piégés, et les sauver. Avec le temps qui passe, la température extérieure augmente de plus en plus. La canicule a officiellement commencé. La neige fondue a complètement disparu. Le sol est craquelé par le soleil brûlant. L'air est chargé d'une chaleur étouffante. On a du mal à respirer. La chaleur extrême nous rend non seulement très mal à l'aise, mais accélère aussi la mutation du virus. Les zombies dehors deviennent de plus en plus puissants. Leurs mouvements sont plus rapides, et ils sont de plus en plus féroces. Leur résistance augmente aussi. Les armes ordinaires ont du mal à les tuer. Seules les armes du futur apportées par Lin Yan'an peuvent les abattre avec précision. Lin Yan'an nous a dit que la canicule allait durer encore un certain temps. Cette période est cruciale pour la mutation du virus. C'est aussi la période clé pour sauver l'humanité. Nous avons décidé de sortir de l'abri anti-aérien pour chercher les survivants, pour les sauver. Établir des zones de sécurité temporaires. Avant de partir, nous nous sommes bien préparés. Nous avons enfilé des combinaisons de protection épaisses, mis des masques et des gants, pris toutes les mesures de protection. Pour éviter d'être mordus ou griffés par les zombies, et d'être infectés par le virus. Nous avons pris les armes du futur de Lin Yan'an, ainsi que les haches et les outils que nous avions préparés, comme des coupe-branches et des extincteurs. Une fois tout prêt, nous avons ouvert la petite porte de l'abri, et sommes sortis prudemment. La chaleur extérieure nous a frappé immédiatement, une sensation d'étouffement, comme si on était dans un four géant. Le sol était brûlant, en marchant dessus, on sentait la chaleur monter de nos pieds. Dans l'air, en plus de la chaleur, flottait aussi l'odeur de putréfaction des zombies. Ça nous retournait l'estomac. Nous avons longé les chemins du village, cherchant attentivement des survivants. Le village était silencieux, partout des maisons abandonnées et des débris éparpillés. Il y avait encore des traces de sang sur le sol, et des corps de zombies. L'odeur de putréfaction devenait de plus en plus forte, insupportable. De temps en temps, on voyait quelques zombies errer sans but dans le village, émettant des grognements étranges. En nous voyant, ils se sont précipités vers nous. Lin Yan'an est le plus rapide à réagir. Il lève immédiatement son arme futuriste. Il vise la tête du zombie et appuie doucement. Un faisceau lumineux jaillit. Il frappe précisément la tête du zombie. Le zombie pousse un cri strident. Son corps se raidit. Il s'effondre au sol. Il ne bouge plus du tout. Mon père, ma mère et moi levons aussi nos armes. En coordination avec Lin Yan'an, nous combattons les zombies qui se jettent sur nous. Sous la direction de Lin Yan'an, nous frappons précisément la tête des zombies. Les zombies tombent un par un à nos pieds. Nos gestes deviennent de plus en plus précis, de plus en plus coordonnés. Alors que nous approchons du centre du village, nous entendons soudain un faible appel à l'aide. Tout à coup, dans une maison abandonnée non loin, on entend un faible appel à l'aide. Nous devenons immédiatement vigilants. Nous nous approchons prudemment. Nous découvrons une dizaine de survivants cachés dans la maison. Il y a des personnes âgées, des enfants, des jeunes. Ils ont pour la plupart des blessures. Leurs visages sont émaciés. Leurs yeux sont remplis de peur et de désespoir. Nous nous préparons immédiatement au combat. Lin Yan'an donne un coup de pied dans la porte de la maison. Plusieurs zombies, alertés par le bruit, se retournent et se jettent sur nous. Lin Yan'an enlève aussitôt son arme futuriste. Il vise la tête des zombies et tire rapidement. Les zombies tombent un par un en un instant. Très vite, les zombies à l'intérieur de la maison ont tous été nettoyés par nous. Ils nous ont dit qu'après l'arrivée de l'apocalypse, ils s'étaient cachés ici tout ce temps, survivant à peine avec un peu de nourriture. Chaque jour, ils devaient faire face à la menace des zombies, ils étaient déjà au bout du rouleau. En voyant leur désespoir, nous avons eu pitié d'eux. Nous leur avons tout de suite dit que nous avions une forteresse solide, des provisions abondantes et un environnement sûr, et nous les avons invités à revenir avec nous à la forteresse, pour affronter l'apocalypse ensemble. En entendant cela, tous les survivants ont affiché un sourire d'espoir, et ont hoché la tête en acceptant. Nous sommes sortis prudemment de la maison abandonnée. Alors que nous nous préparions à rentrer à l'abri, soudain, un cri familier est venu de derrière nous. Nous nous sommes immédiatement retournés, et avons regardé dans la direction d'où venait le cri. Nous avons vu une horde de zombies se précipiter vers nous, et devant cette horde, se trouvaient Lin Shen et Suman. À ce moment, Lin Shen et Suman semblaient très étranges, leur corps couvert de sang et de chair de zombies, le visage pâle comme du papier, le regard vide, et une odeur putride émanait d'eux. De toute évidence, ils avaient été mordus par des zombies, infectés par le virus, et étaient devenus des zombies. Mais contrairement aux autres zombies, leurs mouvements étaient plus rapides, et il restait une lueur de cupidité et de ressentiment dans leurs yeux. De toute évidence, le virus n'avait pas complètement pris le contrôle de leur conscience, ils gardaient encore des souvenirs et nous en voulaient, voulant se venger. En les voyant dans cet état, je n'ai aucune pitié dans mon cœur. Seulement un mépris sans fin. Lin Yan'an prit un air sombre, et dit d'un ton sérieux, « Mal, ils ont été infectés par le virus. Ils sont devenus des zombies mutants. Plus féroces que les zombies ordinaires, plus difficiles à combattre, nous devons être prudents. Nous nous sommes immédiatement préparés au combat. » Lin Yan'an a levé son arme du futur, la pointant vers Lin Shen et Suman, ainsi que vers la horde de zombies.
et a crié « Attention tout le monde, concentrez le feu. Tuez d'abord les zombies mutants, puis nettoyez les zombies ordinaires. Protégez-vous bien, ne vous faites pas mordre ou griffer par les zombies. » Et Zamorat, à peine avait-elle fini de parler que Lin Shen et Suman, avec la horde de zombies, se précipitèrent vers nous. Lin Shen était très agile, il tendit les bras et se jeta sur moi, poussant des cris rauques et étranges, ses yeux étaient pleins de rancune et d'avidité. De toute évidence, il se souvenait de moi, et de la haine de la vie antérieure. Il voulait me tuer en premier. Je n'avais pas peur du tout. J'ai levé mon arme du futur, visant la tête de Lin Shen. En pensant à sa trahison dans notre vie antérieure, en pensant à la souffrance d'être gelé dans la neige, j'ai appuyé fermement sur la gâchette. Un faible rayon de lumière a jailli, frappant précisément la tête de Lin Shen. Lin Shen poussa un cri strident, son corps se raidit, tomba au sol et ne bougea plus. Cette fois, il ne pourra plus jamais ressusciter, ni jamais nous faire du mal. Suman, voyant que j'avais tué Lin Shen, devint encore plus féroce. Elle se rua en hurlant sur maman, voulant la blesser. Papa leva immédiatement sa hache d'incendie et courut vers elle, visant la tête de Suman, et abattit violemment sa hache. Suman poussa un hurlement strident, son corps bascula, tomba au sol et ne bougea plus. Comme Lin Shen, elle connut une fin tragique. Après avoir éliminé les zombies mutants Lin Shen et Suman, notre confiance a grimpé en flèche. Lin Yanan nous a conduits à brandir nos armes et à attaquer la horde de zombies ordinaires. L'arme futuriste de Lin Yanan frappait chaque zombie à la tête avec précision. Les zombies tombaient un par un à nos pieds. Moi, papa et maman brandissions aussi nos armes et aidions Lin Yanan à nettoyer les zombies ordinaires. Le combat a duré longtemps. Nous étions tous épuisés et quelques blessures supplémentaires sont apparues. Mais nous n'avons jamais abandonné. Nous continuons à lutter de toutes nos forces contre les zombies. Finalement, grâce à nos efforts collectifs, nous avons éliminé tous ces zombies. Après le combat, nous nous sommes effondrés par terre, à bout de souffle, le visage marqué par la fatigue, mais les yeux pleins de satisfaction et de détermination. Nous avions réussi à repousser l'attaque des zombies et protéger les villageois survivants. Nous avions fait un grand pas vers notre objectif de sauver l'humanité. Nous nous sommes reposés un moment, puis avons peu à peu récupéré nos forces. Nous avons conduit les villageois survivants à retourner prudemment à l'abri antiaérien. Dans les jours qui ont suivi, de plus en plus de survivants ont entendu parler de nous et sont venus à notre abri pour se joindre à nous, combattre les zombies à nos côtés et survivre. Nous les avons tous accueillis, et l'abri est devenu animé, plus comme avant, où nous n'étions que 3 avec Lin Yanan. Mais nous n'avions pas prévu que les jours paisibles ne dureraient pas longtemps. Le danger se cachait silencieusement dans la forteresse. Après avoir travaillé sans relâche jour et nuit, Lin Yanan a finalement, grâce aux technologies futures, combinées à l'échantillon actuel du virus zombie, réussi à développer un vaccin antiviral. Quand les quelques tubes à essai de vaccin bleu clair ont été soigneusement retirés, tout le secteur de recherche a été plongé dans un bref silence. Puis, des acclamations contenues ont éclaté. C'était l'espoir de mettre fin à l'apocalypse, le salut de tous les survivants humains. Nous avons rangé soigneusement le vaccin, projetant de contacter au plus vite la station de secours officielle pour remettre le vaccin, afin que plus de gens en profitent. Mais nous n'aurions jamais imaginé qu'un complot contre le vaccin se préparait en secret. Le groupe violent dirigé par Zhou Yu, depuis qu'il s'est infiltré dans le bastion, n'a cessé de convoiter nos ressources et les technologies futures de Lin Yanan. Aujourd'hui, avec la naissance du vaccin, leurs ambitions se sont complètement révélées. Ils ne veulent pas du tout que les zombies soient éliminés, ils veulent juste voler le vaccin, contrôler les droits de distribution du vaccin, continuer à attiser les cœurs, manipuler tous les survivants, et profiter du chaos en restant les bras croisés. Le lendemain de la réussite du développement du vaccin, des rumeurs ont commencé à se répandre follement dans le bastion. Zhou Yu et ses hommes se faufilaient parmi les survivants, baissant délibérément la voix, inventant des mensonges terrifiants. Tu crois que c'est un vaccin qui sauve des vies ? Pas du tout. Wan Wan et sa famille, et ce futuriste, ils étudient un virus qui nous transforme en zombies. C'est réactif, c'est la souche originale du virus. Ils veulent tous nous transformer en monstres obéissants, entièrement sous leur contrôle. Pas étonnant qu'ils aient toujours occupé la zone de recherche, sans nous laisser approcher. Ils trafiquaient quelque chose. Avant, la diminution des ressources, c'était à cause de leurs expériences secrètes, gaspillage de notre nourriture. Les rumeurs se sont enroulées comme du lierre venimeux autour du bastion. Zhou Yu et ses hommes ont choisi délibérément ceux qui sont instables, remplis de peur de l'avenir, pour les inciter. Ils ont même sorti de faux déchets d'expérience, en prétendant que c'était la preuve de nos recherches sur le virus. En un instant, le bastion était plongé dans la panique. Les survivants, autrefois unis, se sont divisés en 2 camps. Un camp, ceux qui nous ont toujours soutenus, qui ont été témoins de notre protection répétée de tous, se sont levés pour nous défendre. Ils ont sorti les distributions de ressources, enregistré nos actions de nettoyage des zombies, réfutant les rumeurs de Zhou Yu. L'autre camp, ceux qui ont été séduits par les rumeurs, ceux qui sont submergés par la peur. Ils se sont rassemblés autour de Zhou Yu, criant devant nos logements et la zone de recherche, exigeant que nous remettions la souche originale du virus, et que nous punissions sévèrement nos actes de nuisance envers les survivants. Je me tiens sur la place du fort. Je regarde les 2 camps opposés devant moi. Je regarde ceux que nous avons autrefois sauvés, mais qui ont maintenant le regard plein d'hostilité.
Mon cœur est à la fois amer et en colère. Papa a l'air calme et posé. Il serre fermement ma main. Il murmure, ne t'affole pas. Une rumeur reste une rumeur. Nous reprendrons ce qui nous appartient. Nous dévoilerons le complot de Zhou. Linian enfonce les sourcils, le regard glacial. La cible de Zhou, c'est le vaccin. Ils passeront à l'action tôt ou tard. Nous devons nous préparer. Il faut à la fois protéger le vaccin et protéger ceux qui nous font confiance. Maman, elle, réconforte l'enfant en pleurs à côté d'elle, tout en expliquant patiemment aux survivants rassemblés. Sa voix est rauque mais ferme. Comme prévu, tard dans la nuit du 3e jour de la propagation des rumeurs, Zhou et ses hommes ont profité du chaos pour agir. Ils avaient au préalable saboté les caméras autour de la zone de recherche, et ils ont soudoyé 2 survivants manipulés. Ils leur ont fait faire semblant de semer le trouble, pour attirer notre attention. Pendant ce temps, avec ses hommes de main, il s'est infiltré discrètement dans la zone de recherche. En s'appuyant sur l'itinéraire repéré auparavant, ils ont trouvé sans difficulté le coffre contenant le vaccin. Quand nous avons senti l'anomalie et sommes arrivés en courant à la zone de recherche, Zhou avait déjà la glacière contenant le vaccin, et il est sorti en courant avec ses hommes de la zone de recherche. Derrière lui, une foule de survivants manipulés le suivait. Rendez le vaccin. Zhou, arrête de t'obstiner. Papa lève son arme du futur, et l'apostrophe d'une voix sévère. Zhou se retourne, un sourire à la fois satisfait et cruel sur le visage. Il brandit sa machette, et crie aux survivants derrière lui. Regardez, ils paniquent. Cela prouve que je dis la vérité. Ils veulent accaparer le sérum du virus, et nous nuire. Aujourd'hui, je vais vous aider à reprendre tout ce qui nous appartient, et les chasser du fort. Les manipulés derrière lui s'enflamment instantanément. Ils brandissent leurs outils agricoles et leurs armes rudimentaires, et chargent vers nous. Quant aux survivants qui nous font confiance, ils se placent immédiatement devant nous pour nous protéger. Ils s'affrontent et se bousculent. Tout le fort sombre dans le chaos. Cris, disputes, bruits de combat se mêlent, ce havre de paix autrefois solide est maintenant empli de la fumée des querelles internes. Zhou, profitant du chaos, se dirige discrètement avec le vaccin vers la porte latérale du fort. Il veut s'enfuir du fort avec le vaccin, trouver un endroit caché pour continuer à manipuler les survivants, et réaliser ses ambitions. Nous avons suivi les traces laissées par Zhou et nous l'avons poursuivi sans relâche. Et nous avons découvert qu'il se dirigeait avec ses hommes vers l'usine abandonnée à l'extérieur du fort. Il y avait pas mal de zombies qui erraient là. Il pensait que nous n'oserions pas le poursuivre facilement. Il croyait pouvoir nous semer en se cachant derrière les zombies. Liniana a immédiatement utilisé un appareil futuriste pour se connecter discrètement à l'écran public du fort. En même temps, il a activé l'enregistrement audio de la traque. Il a retransmis en direct la conversation entre Zhou et ses hommes au fort. « Chef, où allons-nous avec le vaccin? Est-ce qu'on va vraiment étudier comment contrôler les zombies ?» demanda un homme à voix basse. Zhou ricana froidement, son ton était avide. « Contrôler les zombies? Bien sûr. Tant que les zombies existent, les survivants auront toujours peur, et ils dépendront toujours de moi. Le monde entier sera à nous. Quant au vaccin, gardant quelques-uns pour faire chanter les survivants, et détruit le reste. Il ne faut absolument pas que les zombies soient éliminés. » Ces paroles parvinrent clairement à chaque recoin du fort. Les survivants qui avaient été manipulés entendirent les véritables pensées de Zhou et restèrent figés un instant, le visage empli de honte et de remords. Ils posèrent leurs armes les uns après les autres, réalisant qu'ils avaient été utilisés comme des pions par Zhou. À ce moment-là, Zhou et ses hommes étaient déjà entrés dans l'usine abandonnée. Les zombies à l'intérieur furent immédiatement alertés, et se ruèrent vers eux en hurlant. Pris de panique, Zhou et ses hommes brandissaient leurs armes pour combattre les zombies, tout en battant en retraite vers le fond de l'usine. La boîte isotherme qu'ils tenaient se mit à tanguer, et quelques tubes de vaccin manquèrent de tomber. Nous en profitâmes pour contourner l'usine de l'autre côté, et ouvrîmes la porte latérale, laissant entrer encore plus de zombies, tout en bloquant la retraite de Zhou. Zhou regarde les zombies de plus en plus nombreux. Il voit que derrière lui, la retraite est bloquée. Nous paniquons complètement. Il brandit sa machette. Il abat frénétiquement les zombies qui se jettent sur lui. Mais en se retournant pour esquiver l'attaque d'un zombie, un autre zombie lui mord le bras violemment. Ah! Zhou pousse un cri déchirant. La boîte isotherme qu'il tient tombe immédiatement à terre. Papa en profite pour se précipiter et donne un coup de pied à Zhou, le faisant tomber, pour l'empêcher de récupérer la boîte isotherme. Linianan se précipite pour ramasser la boîte isotherme, et vérifie l'état des vaccins. Après avoir confirmé que tous les vaccins sont intacts, elle pousse un soupir de soulagement. Après avoir été mordue par un zombie, Zhou son visage pâlit rapidement, son regard devient vide, son corps commence à dégager une odeur putride, il est clairement infecté par le virus, et va bientôt se transformer en zombie. Il nous regarde, les yeux pleins de ressentiment et de haine, et n'a plus rien de son arrogance passée. Nous quittons rapidement l'usine abandonnée avec les vaccins, et retournons au fort. À ce moment, le chaos dans le fort s'est apaisé. Les survivants qui avaient été manipulés viennent devant nous, et, la tête baissée, nous présentent leurs excuses, honteux. Ils regrettent leur stupidité et leur impulsivité. Nous ne les blâmons pas. Nous diffusons simplement l'enregistrement de Zhou et les images de lui se faisant mordre par un zombie,
Et disons à tout le monde que le véritable ennemi a toujours été les zombies et les gens mal intentionnés comme Zohu. En voyant les vaccins retrouvés, et les survivants à nouveau unis, nous laissons tous échapper un sourire rassuré. Zohu, pour sa cupidité et sa méchanceté, a payé un lourd tribut. Et nous avons une fois de plus protégé l'espoir de tous. Ensuite, nous devons contacter au plus vite le poste de secours officiel, remettre les vaccins à l'État, afin que ce salut parvienne à davantage de survivants, et mettre fin à cet apocalypse le plus tôt possible. La chaleur extrême a duré environ 6 mois. Elle a finalement commencé à s'atténuer, l'air brûlant s'est peu à peu dissipé. Les températures sont peu à peu revenues à la normale. Linianan nous a dit que la fin de la canicule signifiait que la mutation du virus était entrée dans une phase stable. C'était le bon moment pour pulvériser le vaccin. Nous avons immédiatement élaboré un plan détaillé. Mais après être revenu au calme, je me suis soudain rendu compte qu'avec nos seules forces, même soutenues par la technologie du futur, il serait difficile de déployer rapidement les vaccins et les inhibiteurs à l'échelle mondiale, et encore moins de bien accueillir les survivants de plus en plus nombreux. Et si on contactait les secours nationaux ? J'ai regardé papa, maman et Linianan, et j'ai dit sérieusement, le pays a un système plus complet, plus de ressources humaines et matérielles. Ils peuvent produire des vaccins en masse et prendre soin de chaque survivant. C'est le moyen le plus rapide et le plus sûr de mettre fin à l'apocalypse. Linianan a eu un regard approbateur, et a hoché la tête. Tu as raison, je viens du futur, je connais bien l'importance du pouvoir national. Ma technologie et mes vaccins, ils devraient être confiés à ceux qui peuvent en tirer le meilleur parti. En disant cela, il a sorti le dispositif de voyage temporel, et a activé le module de communication caché. C'est une technologie de communication d'urgence du futur, même en cas de coupure des signaux en période apocalyptique, elle peut contacter le canal de secours officiel. J'ai pris l'appareil, suivant les instructions de Linianan, j'ai émis un signal de détresse, en détaillant notre position, la situation des vaccins et le nombre de survivants. Un jour plus tard, on a entendu le bruit d'un hélicoptère au loin. Nous sommes tous sortis en courant de la base temporaire, excités, et avons agité les mains en direction de l'hélicoptère. Un hélicoptère arborant l'inscription L'équipe nationale de secours d'urgence a atterri lentement. Plusieurs membres de l'équipe de secours, vêtus de combinaisons de protection professionnelle et équipés, sont descendus. Derrière eux, des médecins et des camions de ravitaillement suivaient. Le chef de l'équipe de secours m'a serré la main, la voix étranglée mais ferme. Enfin, on vous a trouvé. Le message que vous avez envoyé a apporté de l'espoir à tout le pays, et même aux survivants du monde entier. Avec Linianan, nous avons remis à l'équipe de secours le vaccin, l'échantillon viral et l'inhibiteur, ainsi que les données de mutation virale étudiées par Linianan, tout a été remis à l'équipe de secours. Linianan a patiemment expliqué aux secouristes et aux chercheurs qui l'accompagnaient le principe du vaccin, son mode d'emploi, ainsi que les technologies clés pour sa production en masse. Le cœur de ce vaccin n'est pas de tuer les zombies, mais d'inverser l'érosion des cellules vivantes par le virus, de réveiller la conscience humaine étouffée par le virus, de faire redevenir humains les zombies pas tout à fait morts. L'équipe de secours a rapidement contacté le quartier général. Bientôt davantage de véhicules de secours, de personnel médical et de fournitures sont arrivés l'un après l'autre à notre base temporaire. Selon les dispositions nationales unifiées, les secouristes ont commencé à reloger les survivants par groupe, à faire des examens médicaux à tous, à administrer le vaccin de base protecteur, puis, en fonction de l'état de santé et de la situation familiale de chacun, ils ont envoyé tout le monde vers des centres d'accueil temporaires dans diverses villes. Ces centres d'accueil étaient équipés de nourriture et d'hébergements suffisants, d'équipements médicaux et de personnel de soutien psychologique, ainsi que de forces de sécurité dédiées. Les survivants ont enfin échappé à une vie errante et précaire et ont retrouvé la sécurité et la chaleur. Notre famille et Linianan sont temporairement restés à la base temporaire pour aider les secouristes à coordonner le travail suivant et guider les chercheurs dans la maîtrise de la production du vaccin. Les jours passaient. Le pays a constitué des équipes spéciales de pulvérisation de vaccins équipées d'hélicoptères, de drones et d'autres appareils répartis clairement. Elles se sont rendues dans les villes dans chaque recoin des campagnes et ont pulvérisé le vaccin uniformément sur chaque groupe de zombies errants. Une scène encourageante s'est produite. Les zombies qui ont été aspergés par le vaccin ont progressivement vu leur corps rigide devenir souple, leur peau grisâtre reprendre des couleurs, leurs yeux vides retrouver de l'éclat, leurs cris rauques se transformer en faibles gémissements. Leur conscience réprimée par le virus se réveillait peu à peu, ils redevenaient vraiment humains. Nous sommes debout en haut, regardant en bas la foule de zombies redevenant lentement humains, regardant ceux qui reprennent conscience. Ils regardent autour d'eux, perdus, regardant les retrouvailles émouvantes. Tout le monde a les larmes aux yeux. Mais nous savons aussi, dans l'espoir, il y a toujours des regrets. Ceux qui sont complètement morts. Ceux dont le corps est gravement décomposé, ou ceux dont la tête a subi des blessures mortelles. Ne pourront jamais être réveillés. Ils resteront à jamais dans ces ruines, devenant le plus lourd fardeau de la fin du monde. Linianan regarde tout cela. Un sourire apaisé apparaît sur son visage. Il sait que sa mission est vraiment accomplie. Ce vaccin n'a pas trahi ses efforts. L'humanité s'est enfin libérée de la menace des zombies. Un véritable tournant est arrivé.
Il nous a trouvés, notre famille, il a dit doucement que l'État contrôle maintenant la situation. Le vaccin peut atteindre tous ceux qui en ont besoin. Les survivants ont un foyer sûr. Je dois retourner dans le futur. En entendant ces mots, nos cœurs sont remplis de tristesse, mais nous savons que c'est sa destination, comme avant. Lin Yanan sort le dispositif de voyage temporel, s'incline profondément devant nous. Ses yeux sont pleins de gratitude et d'affection. Merci de m'avoir accompagné dans les moments les plus difficiles. Merci d'avoir cru en moi, pour protéger ce monde ensemble. Je me souviendrai toujours de ces jours de combat côte à côte. Je me souviendrai de chacun de vous. À peine a-t-il fini de parler. Une lumière éclatante enveloppe son corps, sa silhouette devient transparente, puis disparaît devant nos yeux. Nous agitons la main en disant au revoir. Dans nos cœurs, nous murmurons des remerciements. Merci à ce gardien à travers le temps et l'espace, qui a apporté l'espoir de renaissance à l'humanité, après le départ de Lin Yanan. Les ténèbres de la fin du monde se sont complètement dissipées. Le signal de la reconstruction a retenti. Ceux qui ont été réveillés par le vaccin, sous les soins du personnel médical, recouvrent peu à peu leurs fonctions corporelles et leur mémoire. Ils rejoignent activement l'équipe de reconstruction. Auparavant, les survivants installés dans des abris temporaires sortent également des abris, avec espoir pour l'avenir. Ils se rendent dans les villes et villages, commencent à nettoyer les ruines et reconstruire leurs maisons. Mes parents et moi avons aussi rejoint les rangs de la reconstruction. Nous sommes retournés dans notre ville natale. Ici, tout était encore dévasté. Des maisons abandonnées, des débris éparpillés. Des traces de sang séché. On voyait encore les traces de l'apocalypse. Je repense souvent aux souffrances de ma vie antérieure. À la douleur d'avoir été trahi par Lin Chen et Suman, au désespoir d'être gelé dans la neige, et aussi aux efforts après ma renaissance. Au jour où nous avons accumulé des provisions avec mes parents, et où nous avons renforcé l'abri anti-aérien. Au jour où j'ai combattu aux côtés de Lin Yanan, au jour où nous avons sauvé l'humanité, au jour où nous avons repoussé les gangs violents et résolu les conflits internes difficiles. Ces jours-là, il y avait de la douleur, de la peur, de la fatigue, mais surtout de l'espoir. C'était la détermination, la chaleur, la rédemption. Même si cette apocalypse nous a apporté d'immenses catastrophes et pertes, mais elle nous a aussi appris beaucoup de leçons. La valeur de la famille, la force de l'unité, le sens du courage, et le poids de la rédemption. Elle nous a fait comprendre que quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés et les dangers, tant que nous unissons nos forces, tant que notre volonté est ferme, tant que nous avons de l'espoir dans nos cœurs, nous pourrons surmonter toutes les épreuves. Nous pourrons voir l'aube de la victoire, nous pourrons nous racheter les autres, racheter ce monde autrefois meurtri. Le soleil brillait sur nous, chaud et éclatant. Je regarde mes parents à côté de moi, je regarde les survivants qui travaillent dur, je regarde ce monde qui devient peu à peu meilleur. Mon cœur est rempli de bonheur et de détermination. Je sais que le chemin est encore long, qu'il y aura encore beaucoup de difficultés et de défis, mais nous n'avons peur de rien, parce que nous restons unis, et que nos cœurs sont toujours remplis d'espoir. Nous avancerons avec détermination, et ferons briller à nouveau sa lumière.